Moi, je me suis spécialisé plus vers le Japon. La porte d'entrée, évidemment, c'était des mangas animés qui étaient pas mal populaires quand j'étais plus jeune. En fait, ça, bon, ça a vraiment été la porte d'entrée pour découvrir un peu plus l'univers de l'Asie de l'Est. Puis après, les études m'ont permis d'élargir mes horizons, d'aller voir un peu justement plus du côté de la Chine, de la Corée. Fait que c'est vraiment un- ça a vraiment été comme un peu un début vers toute cette expérience-là. J'ai fait le bac, ouais. Je me souviens plus comment il s'appelait, là, parce que ça a changé. Au début, c'était une majeure, puis j'ai vécu la transition vers le bac spécialisé. En tout cas, je sais plus exactement, mais oui, j'ai fait techniquement le bac et maîtrise en sciences politiques, affaires publiques. Ben, je trouve en fait que le bac donne beaucoup de connaissances générales qui servent ben, en général dans la vie, là, tout simplement. Je trouve que ça donne un bon bagage de connaissances qui sont à la fois aussi spécialisées. Comparativement, par exemple, au bac en études internationales, ça reste que le bac en études asiatiques, c'est général, mais spécialisé. Puis je fais tout le temps un comparatif avec études internationales, pas parce que c'est un bac moins intéressant, c'est juste parce que moi, j'ai vécu cette transition-là. J'ai commencé en bac en études internationales à l'Université Laval et j'ai décidé de transférer à Montréal à l'IDM à études est-asiatiques parce que justement, je trouvais que c'était trop vague. Donc, j'ai réussi à aller chercher ce qui est une spécialisation parce que ça me donne beaucoup de connaissances qui ne sont pas nécessairement répandues. Je trouve aussi qu'en fait, le bac, ça apporte quand même quelque chose au niveau humain, des compétences ben, qui peuvent être, on pourrait dire, compétences d'emploi, en fait, parce que je trouve que le bac emmène une polyvalence parce qu'on est amené aussi à travailler à travers différents systèmes, différentes disciplines. Ça peut être autant de l'anthropo que de l'histoire, que de la littérature. Puis à chaque fois, il faut s'adapter au mode de ces disciplines-là. Donc, après 3 ans et ou une maîtrise et ou un doctorat, en études est-asiatiques du moins, là, tu passes à travers plusieurs types de domaines, ce qui fait que tu es vraiment malléable aussi. Tu peux rapidement t'adapter et ouais, ça, rapidement t'adapter à différentes disciplines. Fait que je trouve que ça... En fait, c'est ça. J'ai fait ma deuxième année de bac à l'Université Meiji et puis ma deuxième année de maîtrise à l'Université Waseda. Donc, les deux sont à Tokyo. Euh, Au niveau de l'échange, ben, j'ai beaucoup de choses à dire justement en préparant les questions. C'est là où j'ai le plus d'informations Ouais. parce que l'échange pour moi, ça a été quelque chose d'important. Justement, ça a tellement été important que j'ai décidé de retourner en faire un à ma deuxième année de maîtrise, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas parce que c'est un peu compliqué sur un diplôme de 2 ans de faire un échange, mais bon, ça se fait. Ça, le niveau d'études est très différent. Je trouve que dans les universités québécoises, on est quand même pas mal challengé au bac. Là, il y a quand même, le niveau est assez exigeant comparativement aux écoles au Japon. J'ai cru comprendre que c'est quand même similaire en Corée et en Chine. Évidemment, il y a des différences, là, mais au Japon, c'est quand même assez, je n'irais pas jusqu'à dire relax, là, mais c'est vraiment un niveau plus smooth au niveau du bac. La maîtrise, ça, on pas une petite coche de plus, là. Euh, mais c'est pas pour autant qu'on se développe pas. Là, donc, même si c'est pas nécessairement au niveau académique qu'on va avoir autant de connaissances, de compétences qu'on pourrait avoir à SANUDM, mais ça nous développe au niveau humain. C'était M. Cahouette qui était le directeur à l'époque du CETAS, m'avait dit, ben, c'est ça, les notes, c'est le fun, mais en même temps, en faisant un échange, on développe beaucoup plus que des connaissances académiques. Fait que ça m'était resté à l'esprit. Et puis, ben, c'est ça. En fait, je trouve que l'échange contribue beaucoup à la formation. Ça donne aussi des points de référence. Ça permet d'appliquer ou ben, d'appliquer ce qu'on a appris. Ça permet aussi, quand on revient, d'avoir des points de référence, des points d'ancrage, de comprendre un peu les systèmes. Donc, de mieux visualiser aussi les compétences ou les connaissances qu'on a pu apprendre ou qu'on va apprendre. Donc, ça a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Ouais. J'ai fait en fait, tout mon bac, ben, mon échange à Meiji, c'était
tout en anglais, sauf évidemment les cours de japonais, bien évidemment. Oui, et puis après, à la maîtrise, j'ai essayé de faire un cours de relations internationales en japonais parce que je pensais que je m'enlignais pas pire. J'ai été chanceux parce que je suis tombé sur une prof qui était très compréhensive, qui trouvait justement que c'était le fun que je me challenge. Elle voyait bien que je n'avais pas le niveau de japonais à ce moment-là. Heureusement aussi, l'école, parce que c'était un séminaire là, rendu à la maîtrise. Et puis mes collègues, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux, mais qui, eux, étaient quand même, qui avaient fait tout leur bac au Japon. Fait que souvent, il y avait un bien meilleur niveau de japonais que moi, mais heureusement, eux aussi étaient compréhensifs, donc ça l'a aidé. Fait que j'ai pris un cours en japonais, mais finalement, j'ai passé la moitié du cours à parler en anglais, puis la prof traduisait. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire, là, à mon avis, parce que ça joue un peu sur le groupe, là, mais bon. Reste que c'est pas une mauvaise chose en soi. Là. Ça a été quand même un bon apprentissage. Ça m'a forcé aussi à travailler mon japonais pour justement être un petit peu moins débile en classe. Mais ouais, pour ma part, parce que justement mon niveau n'était pas assez avancé, oui, j'ai pris mes cours en anglais. Finalement, j'ai travaillé sur les relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis, parce que finalement, avec le Canada, c'est beaucoup plus des relations économiques que diplomatiques. Là, moi, ça me touchait moins. Là. Donc, c'est ça, j'ai pris les relations diplomatiques, mais aussi par rapport à l'évolution de la Constitution ou l'interprétation de la Constitution que le Japon fait là, de l'article 9 qui leur empêche d'avoir une armée offensive. Donc, à travers les 20 dernières années, ça a un petit peu changé. Fait que là, j'évaluais comment la relation diplomatique a évolué à travers le changement d'interprétation de l'article 9. Il faut essayer des choses. T'sais, moi, je me suis quand même, puis là, je vais en faire beaucoup de parallèles avec mon expérience. Moi, je pense qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort quand on va en échange, de vouloir essayer des choses, rencontrer des gens, de ne pas trop se concentrer sur l'académique. C'est sûr que c'est un peu drôle à dire quand on parle d'un échange académique, là, mais moi, je me suis beaucoup concentré sur ça, sur avoir des A même au Japon, parce que pour moi, c'était important. Mais je ne regarde pas mes choix, mais en même temps, j'aurais pu slacker un petit peu et me concentrer, ben pas me concentrer, mais découvrir autre chose, faire d'autres expériences plutôt que d'étudier tous les soirs pour être certain d'avoir la meilleure note. Fait que ça, c'est un premier point. Ensuite, ça, je pense que de réussir son échange, ben réussir, ça, entre guillemets, là, réussir, ça dépend comment on veut le qualifier, là, ça passe quand même beaucoup par l'intégration dans son milieu, l'intégration dans le pays. C'est sûr que c'est pas un processus d'immigration, mais quand même, je pense que pour faciliter son échange de ben, ses activités de tous les jours, il faut quand même être accepté jusqu'à un certain point, là, par la société, par les amis, par les gens avec qui on va à l'école. Je pense que ça aide beaucoup à l'expérience. Ça aide beaucoup à l'expérience, mais c'est pas facile à faire. Ça se fait pas facilement. Il faut se laisser le temps. Ça se fait pas en 2 semaines, en 2 mois. Ça se fait sur un processus qui est long. Je pense qu'il faut être humble aussi, accepter la critique, accepter qu'on n'a pas toujours raison, accepter de se remettre en question. Donc, de prendre des moments de pause pour réfléchir et pas toujours être dans la réaction. Donc, ça, je pense que c'est une des choses que j'ai le plus remarqué par rapport à mon expérience, mais aussi par rapport à l'expérience des autres. Donc, souvent, on tombe dans le choc culturel. Et puis, le choc culturel, pour pas tout le monde, mais encore une fois, selon mon expérience, il y a beaucoup de gens que ça les fait réagir à tout. Donc, dès qu'il y a un obstacle, quelque chose qui est différent, les gens contre-attaquent, que ce soit verbalement ou ça peut être une contre-attaque de se fermer sur soi-même et de rejeter tout. Donc, il y a plusieurs mécanismes là, mais euh, ouais, tout ça pour dire que je pense qu'il faut justement, dans ces moments-là où on sent qu'on est un peu plus réfractaire, ben de prendre un moment de pause pour réfléchir à qu'est-ce qui nous dérange, puis voir comment on peut s'adapter. Puis s'adapter, ça ne veut pas dire nécessairement non plus tout accepter. Donc, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Puis si j'ai réussi à les nommer après, en fait, moi, ce qui me dérangeait beaucoup au Japon, c'était la rigueur des règles, les obligations. On ne se remet pas en question. C'est le même que ça marche. Puis that's it.
Ça m'a pris beaucoup de temps de passer à travers ça, de passer par-dessus ça, je dirais. Mais en même temps, je ne l'accepte pas, dans le sens que ici, quand je reviens à Montréal, mais quand je reviens, c'est pas comme si je faisais des allers-retours tout le temps, mais bon, en revenant à Montréal, quand il y a des choses qui me dérangent, quand il y a des gens qui ne se remettent pas en question, je le nomme puis je le dis. Au Japon, j'ai appris à devoir passer par-dessus ça, à ne pas toujours critiquer. Évidemment, il y a des situations où on peut le faire. Là. Il y a des moments où on peut le faire. C'est pas impossible, mais c'est peut-être plus difficile parce que le contexte culturel le permet moins. Fait que c'est d'apprendre à accepter certaines choses. Puis là, je donne ces exemples-là, puis ça peut s'appliquer à plein d'autres exemples. Euh, voilà, ça c'est une des choses. Sinon, ben, c'est ça quand je dis que c'est un processus long. Il y a une formation que la Maison internationale donne, puis il explique très bien. Le processus d'adaptation est long. Ça se fait souvent sur plusieurs mois, sur une année, sur 2 années. Ça ne se fait pas en 3 mois. Donc, je pense que je ne sais plus exactement des chiffres qu'ils présentent, là, mais quelque chose comme 4, 5 ou 6 mois, c'est quand même le gros bloc d'adaptation. C'est fait que les gens qui font une session, je ne vous dis pas de ne pas faire une session d'échange, là, prenez les opportunités que vous avez, là, mais et encore une fois, je l'ai vu beaucoup, les gens qui restent pour 4, 5 mois, souvent, il n'y a pas eu le temps de s'adapter. Ils ont vécu une expérience très rapide, ça peut être super le fun, mais il n'y a pas vraiment eu une adaptation à la culture ou un apprentissage peut-être significatif. Bon, je m'avance un petit peu, là. Mais après le 6 mois, tu réussis justement à placer un peu plus les idées, à comprendre les choses. Puis après une année complète, là, vraiment, ça peut avancer. Ça, c'était selon la présentation de la Maison internationale. Et moi, après, je l'ai vécu pas mal dans cet ordre-là, en fait. Donc, moi, après la première année, j'ai été là 2 ans séparément, mais quand même, je compte que ça fait 2 ans. La première année, ça a été beaucoup, beaucoup d'adaptation, de briser le choc culturel, tout ça. Et la deuxième année a été beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Je savais à quoi m'attendre, je savais comment m'adapter, je savais plus de choses, même au niveau de la langue, évidemment. Là. Donc, ça ne résout pas tout, mais par contre, j'ai beaucoup plus apprécié ma deuxième année où j'étais beaucoup plus à l'aise dans la ville, dans la culture aussi. C'est le choc culturel aussi, des fois, ça peut être difficile. Là, puis j'ai vu des gens qui ont carrément, c'était tellement émotionnel, c'est pas facile. Donc, il faut, ben, moi, je pense qu'il faut se donner des trucs, il faut se donner des petites récompenses ou des façons de se calmer. Bon, j'ai pas tous les bons mots, mais bref, c'est pour se permettre de continuer. Fait que moi, justement, il y a des moments où c'était plus difficile, puis j'aime beaucoup la bouffe, j'aime beaucoup manger, j'aime l'alcool. Fait que là, finalement, ma récompense, c'était une fois par mois, j'allais tout seul dans un resto de sushi pas loin de la résidence. Et je me faisais une petite soirée. Personne ne parlait anglais dans ce resto-là. Le chef était, c'est ça, il parlait que japonais, puis j'avais encore un très, très mauvais niveau de japonais à ce moment-là. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ce truc-là par hasard. Le chef était super fin. Il me faisait essayer des affaires. Puis là, c'était mon moment à moi. C'était le moment que je m'étais créé pour manger, être avec moi-même, réfléchir, penser à des choses, faire le point, mon petit verre de vin à côté. Puis justement, puis ça permet d'échanger avec des gens dans ce cas-là. Là. Après, il y a d'autres moyens. Là. J'ai fait des rencontres aussi, la petite madame à côté de moi qui finalement commence à me parler, puis qu'elle me raconte, qui elle parle anglais, puis elle commence à me raconter ses voyages, tout le kit, euh, pour moi, ça a été un moyen un peu de place. Ben, ça a été un des moyens que je me suis donné pour me donner des moments de réflexion et d'adaptation. Après, c'est pas les seuls moyens, là. C'est un moyen parmi tant d'autres. Et c'est à vous aussi de voir selon vos intérêts, ce qui vous tente, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous. Ça peut être, je sais pas, d'aller courir, whatever. J'ai pas d'idée qui me vient en tête, là, mais c'est ça. Je pense que c'est important moi, j'appelle ça se récompenser là, pour se permettre d'avancer. Mais moi, un des conseils que je donne à tout le monde, puis ça, je le donne, même justement quand j'étais à UDeMonde, à l'UDM, puis au Japon, à tout le monde en fait. Moi, je pense que c'est important de s'impliquer à l'université pour faciliter son échange dans ce cas-ci, dans ce cas-ci.
même à l'UDM, je le conseille aussi, en fait, là, de participer à des activités, que ce soit étudiantes, sociales, des clubs, des regroupements, n'importe quoi, puis pour rencontrer des gens, pour discuter, pour mieux connaître l'université, pour mieux s'intégrer à l'université. Je pense que c'est une des clés, en fait, qui permet de beaucoup faciliter l'échange parce que dans le cas, encore une fois, de l'échange, parce que justement, si tu rencontres des gens, qui soient japonais, étrangers, qui connaissent justement l'université, qui connaissent la ville, ça permet de poser des questions, de découvrir plus que de tout faire par soi-même. T'sais. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire 150 amis puis aller dans toutes les parties. C'est pas ça. C'est de trouver, encore une fois, comme je disais, pour les moyens personnels, mais c'est de trouver une balance selon vos intérêts, selon ce qui te rejoint, en fait. Là, mais pour moi, je pense que c'est vraiment important de faire un effort d'implication, même si ça demande de sortir de sa zone de confort, parce que justement, ça va permettre de découvrir autre chose. Parce que si on fait juste, si on va en échange pour vivre les mêmes choses qu'ici, à quoi bon aller en échange? C'est ça. Puis ça, je le vois souvent, des fois, souvent, je l'ai souvent vu, pour vrai. Je trouve qu'il y a des gens qui ne se mettent pas assez dans des situations qui sont différentes. Ils reproduisent les mêmes modèles. Donc, c'est ça. Ça, c'est un de mes conseils quand même importants, parce que un échange, ça nous, selon moi, ça nous transforme, ça emporte beaucoup. Oui, au niveau académique, parce que, comme j'ai expliqué plus tôt, mais aussi au niveau personnel, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur une autre culture, sur un autre pays, sur une autre façon de faire, même si on va en France, là, c'est parce qu'on parle de l'Asie, mais peu importe le pays, il y a des apprentissages qu'on fait. Puis, ce qui est le fun, c'est que les choses qu'on aime, on peut les ramener. Puis, justement, les choses qu'on aime moins, on les laisse de côté. Je vais te donner deux exemples. Un plus profond, puis un plus superficiel. Fait un truc plus sérieux, sérieux en parenthèse, c'est, je trouve que les débats, on a une culture quand même française de débattre, puis d'être quand même jusqu'à un certain point, des fois agressif. Évidemment, ça dépend du type de débat. Là. Mais on a une tendance à couper les gens, à parler. C'est un combat de mots, souvent, quand on débat au Québec, même à l'université. Et puis au Japon, j'ai appris, puis c'était difficile comme apprentissage parce que justement, j'étais souvent en réaction, puis je parlais vite, puis je parlais fort parce que je voulais qu'on m'entende. Mais au Japon, on a tendance à laisser le temps à la personne de finir sa phrase avant de passer à son contre-argument ou à sa contre-attaque, ou peu importe comment on veut nommer les choses. Et puis ça, c'était très difficile pour moi d'apprendre à écouter les gens, mais sauf que je trouve que ça apporte beaucoup quand même. Justement, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore des débats plus virulents, là, mais quand même, ça c'est un aspect personnel que j'ai constaté. Ça me permet de beaucoup plus écouter ce que les autres ont à dire, puis d'être plus concis ou d'être plus efficace dans mes réponses que de juste répondre tac au tac sans savoir vers où l'autre personne s'en va. Donc ça, c'est un aspect plus profond. Dans un aspect plus superficiel, de la vie de tous les jours, moi, je suis habitué à faire mon épicerie une fois par semaine, de faire une grosse épicerie de 100$, puis tu ramènes tes gros sacs à la maison, puis tu perds la moitié parce que tu n'as pas tout mangé dans la semaine. T'sais. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais moi, c'était mon habitude de Québécois de faire ça, une grosse épicerie une fois par semaine. Mais au Japon, c'est beaucoup moins possible parce que c'est des moins grands espaces, un moins grand frigo. Donc, je faisais mon épicerie beaucoup plus de fois dans la semaine. Et c'est un aspect que j'ai ramené. Évidemment, pandémie, c'est autre chose, là, mais normalement, je peux faire l'épicerie beaucoup plus de fois, aller acheter des petites affaires, je prévois mieux. Évidemment, il y a des gens qui réussissent à atteindre ça là, sans avoir vécu un échange au Japon. Là, je le comprends très bien, mais dans mon cas, c'est ce qui m'a amené à avoir cette transformation-là. Après la maîtrise, en fait, j'ai fait mon stage à la délégation du Québec, donc ça faisait partie de ma maîtrise. Donc, la délégation du Québec à Tokyo. Super expérience, j'ai adoré ça. Et puis après, je suis revenu ici pour terminer ma maîtrise. Et après, j'ai commencé à me chercher un travail. Et puis, ça a été quand même difficile. Ça a pris une bonne année, année et demie, une année avant que je me trouve un travail qui n'était pas dans mon domaine. Mais c'était difficile parce que la plupart des gens qui ont fait la maîtrise avec moi ont fait leur stage au Québec et après ont été engagés au Québec. La plupart des gens qui ont fait leur stage à l'international, on est presque tous revenus ici sans emploi et ont été pris dans cette situation-là pendant plusieurs années, plusieurs mois.
Euh, c'est pas du tout un regret, là. Ça ne change rien à mon choix d'avoir fait mon stage à la délégation du Québec parce que ça m'a donné un super réseau. Ça me permet de rencontrer des gens de l'ambassade aussi du Canada, des autres délégations, des autres provinces. J'ai une expérience qui est très différente de justement quelqu'un qui a fait son stage à Laval. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur que je fais. Là. Je fais juste vraiment comparer les expériences. Donc, oui, ça a été plus dur après de se trouver un emploi parce que je n'ai pas eu la porte d'entrée rapide vers un emploi, mais ça a été bon, des belles expériences. Après, au niveau du travail, justement, comme je disais, j'ai trouvé un job qui n'était pas dans mon domaine. J'ai pris une job en ressources humaines pour une compagnie de design de musée. La compagnie était cool, mais c'était pas mon domaine. Et puis après, un petit peu plus à chaque fois, je me rapproche un peu du lien avec mes études. Après, je me suis rapproché en travaillant pour la ville de Montréal. J'ai été au développement économique interrégional. Donc, j'ai eu l'emploi, en fait, surtout par mon expérience, justement, à la délégation du Québec, parce que j'ai fait des missions commerciales. Puis, c'est ce qui se faisait ici, mais là, c'était au niveau québécois. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est encore l'international, l'Asie. Donc, on est encore un peu loin de ça. Euh, et sinon, ben, depuis, en fait, vers le mois de mai, j'ai été recruté par le Regroupement québécois de la danse parce qu'en fait, moi, j'ai une formation aussi dans le culturel. J'ai été danseur traditionnel, j'ai travaillé pour des festivals. Bref, c'est un cumul de mes expériences. Et la délégation cherchait un responsable des stratégies politiques. Donc, c'est encore une fois, c'est plus au niveau de ma maîtrise que ça a été pertinent, en fait, et ma formation en danse aussi. Là. Donc, je travaille depuis pour le Regroupement québécois de la danse. Ça me motive beaucoup plus parce que c'est en lien avec un mélange de mes intérêts. Donc, la partie Asie n'est pas là-dedans en ce moment, mais quand même, on parle quand même aussi beaucoup de questions interculturelles. Donc, c'est là que je peux un petit peu m'impliquer. Mais reste que pour moi, c'est un job qui est vraiment intéressant en ce moment. Mais sinon, j'ai quand même encore des ambitions d'aller euh, vers le gouvernement fédéral à affaires mondiales. Donc, j'ai fait les processus pour être demande d'emploi. Évidemment, tout est en suspens en ce moment. Le processus avançait très bien, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, j'aimerais ça justement retourner vers quelque chose d'un peu plus international, un peu plus en lien avec le bac, parce que moi, c'est quelque chose qui me manque quand même beaucoup, cet aspect-là. Euh, sinon, voilà, donc en fait, là, je suis dans un bon emploi en ce moment, mais j'aimerais retourner vers quelque chose d'un peu plus international. Retourner au Japon, oui, j'aimerais ça. En fait, c'est dans mes plans. Si jamais je travaille pour Affaires mondiales, j'aimerais pouvoir travailler quelques années ici, Québec, Canada, à voir, là, parce qu'on ne sait jamais, et peut-être éventuellement aller à Tokyo à l'ambassade s'il y a des opportunités. Ailleurs en Asie, c'est une question à se poser. Là, c'est à voir selon les opportunités. À part, c'est ça, au bac, en fait, euh, le lien avec le travail et le bac, ben c'est sûr que, puis encore une fois, je le disais souvent dans des 5 à 7 de la Maison internationale ou du CETAS, euh, le bac est super. Et puis, je pense que c'est possible de faire que le bac et de se trouver un emploi pertinent dans son domaine, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Puis, mon conseil, c'est vraiment de se trouver une spécialité ou un intérêt plus particulier. Après, moi, l'intérêt politique, il était semi-présent, puis j'ai vraiment découvert juste avant de commencer la maîtrise, puis ça s'est quand même confirmé, développé en maîtrise. Mais j'aurais pu très bien me tromper, là, mais bon. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident, mais tu sais, euh, voilà, pour moi, ça passait par la maîtrise, mais je connais des gens que ça restait au bac, qui sont allés se spécialiser à faire un certificat en traduction parce qu'ils voulaient travailler plus au niveau de la traduction. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller en jeu vidéo, donc des fois, ils vont chercher une mineure en jeu vidéo ou un autre diplôme quelconque. Il y en a justement qui font le bac maîtrise, qui vont au doctorat. Il y en a deux dont, de mon année, justement, qui sont rendus au doctorat, dont un qui a fait sa maîtrise et qui fait son doctorat en ce moment à Kanazawa en linguistique, et un autre qui, lui, était en Ontario, je ne sais plus exactement à quelle université, mais qui est encore dans les études asiatiques et qui est rendu au niveau du doctorat. Donc, il y a vraiment en fait, il y a tellement un éventail, puis je pense que souvent c'est ça le problème quand dans le programme, on ne sait pas trop vers où aller. Bien, je pense que c'est malheureusement à nous de faire le travail, puis à nous de faire les recherches, puis de se poser des questions de qu'est-ce qui nous intéresse, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher.
Ben, en même temps, il y a des ressources aussi. Hein. Tu peux parler à des profs, tu peux parler à des ressources à l'université pour trouver un peu plus genre des détails qu'on pourrait chercher.